Ah, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Alors bonjour à tout le monde. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Jean-Pierre Jeunet, qui est quand même le pape de la bande dessinée en France, sachant qu'il a survolé, on va dire, ces 55-60 dernières années au sommet, on va dire, hein, depuis que tu es lecteur déjà. On voit que dès petit, tu es totalement passionné par la bande dessinée. Tu achètes à peu près tout ce qui peut te tomber sous la main. Il vient même de temps en temps, d'ailleurs on en reparlera, à voler certaines bandes dessinées quand tu le peux. Bah oui, parce que on n'a pas un budget extensible et puis voler des BD c'est pas bien, hein. Sauf chez Maspero qui disait si vous pouvez les acheter, il faut les voler. Mais il en est mort, Maspero. Mais j'ai surtout volé des revues légères quand j'avais 13 ou 14 ans parce que on me les aurait pas vendues. C'était des revues tout à fait innocentes. Maintenant, ça vous paraîtrait, puisque en gros, il y avait un. C'est les dames que je regardais, hein. Il y avait un grand rond blanc là, et puis là, il y avait deux ronds blancs. Et pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière ces trois nuages. Et un jour, j'ai découvert. Et qu'est-ce qu'il y avait alors ? Oh, on n'est pas dans la gynécologie, hein. Moi, je suis de ma génération. J'aimais bien les nuages, ça faisait rêver. Bien. Alors, quand tu es enfant, en fait, donc tu as des parents un petit peu fantasques, on va dire, quelque part dans leur mode d'éducation. Ton père, bon, est militaire, et donc c'est la grande muette, hein, comme on le dit, et lui-même est très muet. Et finalement, tu as très peu d'informations sur son enfance, sa vie, les étapes importantes de sa vie d'adulte, etc. Et à un moment, tu t'imagines même qu'il a pu battre à la course à cheval Laurence d'Arabie. Oui, alors, ça, c'est une légende familiale. Le film de mon adolescence, c'est Laurence d'Arabie. Et j'adore ce film. Et mon père et ma mère, j'en parlerai de Laurence d'Arabie, Laurence d'Arabie, Laurence d'Arabie. Mon père, qui n'est pas souvent là, parce qu'il est donc militaire de carrière avec des périodes que j'ai retrouvées, mais que je n'évoquerai pas ici, puisque ce n'est pas forcément des périodes dans l'armée régulières. Il y a des périodes un peu floues. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Lui, il s'en fiche de ce que je dis. Ma mère est là, et elle s'en fiche de ce que je lis du moment que je lis. Donc c'est formidable. J'ai accès à tous les livres de la maison. Il y en a beaucoup, j'ai de la chance. Et puis quand je veux d'autres livres, on me les achète. Quand c'est des classiques, hein. Alors quand je dis je veux tout Victor Hugo livré par moi ou tout Blaise Cendrars, eh ben on va recevoir tout Victor Hugo, tout Blaise Cendrars. Et puis je vais découvrir très très jeune que une revue comme Spirou, Tintin, que tout le monde a à l'école, hein, ça coûte un peu cher quand même. Alors moi, je préfère acheter les petits formats. On va dire que si Spirou coûte 5 francs à l'époque, les petits formats coûtent 1 franc. Et alors les reliures de petits formats, pour 2 francs, vous avez 6 numéros. Donc je vais me mettre à aimer la bande dessinée, ni belge ni française. Je la lis avec intérêt, hein, mais c'est un peu cher pour moi. Et je vais lire des revues qui s'appellent Choc, Commando, Cosmos, Sidéral, Big Boss, Big Boy. Je ne sais pas encore que, en gros, c'est des DC Comics. Je ne sais pas qui dessine. Je découvrirai plus tard qui s'appelle Kirby ou Infantino, etc. Et puis j'achète, mais alors vraiment, toutes les revues de petit format. Alors ça peut être Pépito, qui est plutôt bien. Ça peut être Pipo, qui n'est pas terrible. Ça peut être Tartine Mariole, qui n'est pas extraordinaire, mais il y a toujours dedans des histoires sympas, souvent très, 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 très mal dessinées, mais ça ne me gêne pas. Parfois très bien dessinées, et alors là, j'adore. Et donc, je tombe dans la bande dessinée et dans le livre, et j'ai de la chance parce que jamais on m'a
on m'a dit c'est pas pour toi, tu ferais mieux de lire des vrais livres. D'abord des vieux livres, des vrais livres j'en lis, hein. Mais je suis un enfant livré à lui-même jusqu'à en gros le temps de la maternelle, hein. Alors je vais vous faire pleurer maintenant, hein. Moi j'arrive d'une époque, on est juste après-guerre, il y a encore des tickets de rationnement. Donc je passe le gros de mes 5 premières années à la campagne où là on n'a pas un œuf par semaine, comme il est dit à Paris, mais tous les œufs qu'on veut. Et puis après, on va me mettre en internat, de la 9e à la terminale. Et là, bon, j'emmènerai plutôt des romans pour lire sous l'oreiller, là, avec la lampe de poche, parce que les BD, c'est plus vite lu. Ça, je garde ça pour le week-end. Et je commence à me faire des caisses dans un grenier et à empiler mes bandes dessinées. Et progressivement, alors, je vais parler de Pascal Pierret, parce que, par exemple, un des premiers trucs que je lis avec fascination et amour, c'est Donald, d'un dessinateur qu'on appelle le bon dessinateur. Les Américains appellent ça The Good Artist. Et on va découvrir un jour qu'il s'appelle Karl Barks. Et que, pas Karl Marx, hein, Karl Barks. Ils sont pas si loin, ils parlent tous les deux de capital. Karl Marx, il veut le démanteler, Karl Barks, il veut l'accumuler. Et je crois que c'est Karl Barks qui me met à la bande dessinée, parce que je trouve toujours les histoires aussi géniales, aussi prodigieuses, et que je me dis, là, il y a un auteur. Et quand je vais découvrir, 20 ou 30 ans plus tard, qu'au départ, il a commencé par faire des bandes dessinées olé olé, un peu érotiques, avant de passer au canard, ça me fait plutôt rire. Ceci dit, il faut reconnaître que des fois, la copine de Donald a un petit côté sexy. Je ne suis pas zoophile, hein, mais elle a un petit côté sexy, et ça va être ma première initiation à, pour moi, un grand auteur de bande dessinée. Alors je suis tout petit, avec mes lunettes et tout, et je parle d'Apollinaire alors que j'ai, je sais pas, 12 ans, et je dis oui, alors mes auteurs préférés, je pense que c'est Alcool d'Apollinaire et Donald de Karl Barks. Donc je suis mal barré. Très bien. Et en fait, donc à ce moment-là, donc environ tu as 15-16 ans, et là en fait tu t'imposes quasiment un rythme de lecture assez intense, c'est-à-dire que tu t'imposes de lire au moins un livre par jour, 2-3 BD par jour, et un peu plus tard, quand tu montes à Paris, que tu es majeur, là c'est en plus tu rajoutes un film par jour. C'est-à-dire qu'en gros, je vais pas avoir d'adolescence. Si je vais avoir ce qu'on appelle les tourments de l'adolescence, mais j'ai pas le temps. Comme je suis pensionnaire, je peux pas avoir de fiancée à l'Évry-Gargan, parce que comme je sors tous les 15 jours quand je suis pas collé, ou tous les mois, en gros, les couples se sont faits, et moi, j'en verrai jamais la queue d'un, si on peut dire. Et quand j'arrive à Paris, que je vois que je peux voir un film par jour, lire un livre par jour, lire 2 BD par jour et tout, en gros, je vais me mettre en apnée jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que quand je vois à côté de moi un garçon et une fille qui sont en train de se dire des choses charmantes et tout, je me dis, oh là là, ça prend du temps, ces affaires-là. Moi, pour l'instant-là, j'ai le temps de lire un bouquin. Donc, je vais découvrir le monde réel et le monde merveilleux du sexe. J'ai à peu près 30 ans. Jusque-là, effectivement, j'ai accumulé des quantités de livres ahurissantes. En gros, c'est l'époque du livre de poche, c'est l'époque de j'ai lu. Et alors là, ça va être très très simple. Quand c'est pas des grands auteurs qu'on achète en collection complète, j'achète sur la couverture. Alors, le premier que j'achète, c'est un Malraux. Parce que sur la couverture, il y a un dessin vachement bien. Le deuxième que je vais acheter, c'est un dessin de Jean-Claude Forest. Je ne sais pas encore qui c'est. C'est pour un bouquin de Graham Greene. Et je vais toute ma vie fonctionner comme ça sur la pochette. C'est-à-dire que les disques que je vais acheter, c'est pour la pochette. Les livres que je vais acheter, c'est sur la couverture. Généralement, on dit que les couvertures mentent. Pas tant que ça. Parce que j'ai eu quelques déceptions quand est arrivé le nouveau roman. Puisque c'était les mêmes couvertures en 10-18 que pour Lovecraft.
Alors moi, j'achète un bouquin de Lovecraft, Démons et merveilles, et je me dis, waouh, qu'est-ce que ça fait peur. Et puis, sous un dessin du même auteur, j'achète un bouquin d'un nommé Robert Pinger, qui s'appelle Graal Flibuste. Alors, le Graal, déjà, je me dis, ça va être les Chevaliers de la Table Ronde. Et je passe sur un roman où la même phrase est répétée 500 fois. Bon, je suis un peu déçu. Je passerai un peu à côté du nouveau roman, en fait. Je ne passerai pas à côté, il n'y a rien à voir. C'est une période terrible. Mais je vais me taper, en gros, la littérature du 19e et du début du 20e siècle. Et puis, je vais tomber, comme toute ma génération, puisque c'est l'immédiate après-guerre, sur le polar, alors, il nous tombe dessus d'un coup. Paf. La science-fiction, elle nous tombe dessus d'un coup. Couverture de Forest souvent aussi. Paf. Je vais tomber, je vais pas tomber dans la bande dessinée, j'ai commencé tôt. Mais quand Lug arrive, pour moi, c'est un non-événement. Hein, parce que 2 ans après, on m'a envoyé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je voyais pas trop l'intérêt. Sauf que le premier jour, je vais voir un concert des Kings et qui chantent You Really Got Me. Bon, je vais apprendre l'anglais. Et je vais commencer à acheter des comics en anglais. Et alors après, au retour, je vais apprendre qu'il y a une librairie américaine qui s'appelle Brentanos, qui reçoit des comics toutes les semaines. Donc quand je vois mes petits copains qui me disent j'ai découvert Strange ou Marvel, je leur dis écoutez, les couleurs sont refaites, il y a des cases qui manquent, moi je préfère la VO. Et je vais tomber dans le comic book. Voilà, ça va être ce qui est le plus important dans ma vie, pour la bande dessinée et pour mes futurs travaux dans la bande dessinée, ça va être les comic books. Parce qu'un jour, je suis chez Brentanos et je tombe sur 2 fascicules que j'ai encore. Un où il y a Thor qui est attiré par en bas par des créatures monstrueuses. Il va aller aux enfers. Et l'autre, c'est Iron Man, dessiné, qui se bat avec Submariner, dessiné par Jack Kirby. Et alors, il parle énormément. Il se fout des pains hallucinants. Il renverse des buildings, mais pendant ce temps-là, il parle. Ils disent, je vais te donner un coup de poing, et attention, ça va faire mal, attention. Il parle, mais ils se battent en même temps. Et quand je lis ces 2 fascicules, je me suis dit, ça y est, je suis à la maison. Je suis à la maison, j'ai ma mythologie. Elle s'appelle Kirby, en gros. Parce qu'avant, j'ai aimé les DC Comics, mais Kirby, je le prends dans la figure comme la force brute, la violence absolue, et en même temps, les bons, ils gagnent. Bon, ils gagnent, c'est marrant, il n'y a jamais de mort à l'époque, il n'y a jamais de blessés. Hein. Ils peuvent être découpés en morceaux, la fois suivante, ils sont de retour. Mais je découvre la bande dessinée américaine, en même temps, je découvre l'illustration de science-fiction américaine, en même temps, je découvre... on commence à avoir des livres faits par un nommé Jacques Sadoul, entre autres, qui racontent toute l'histoire de l'illustration américaine, et je vois qu'on revient de loin. Donc au départ, je suis un Américain par alliance. C'est-à-dire que tout ce que je lis de bien est américain. Je mettrai du temps à découvrir que, en fait, c'est pas faux. Il y a des choses formidables en Amérique, mais c'est qu'on a d'un coup reçu, dans les années 50, tout ce que l'Amérique a produit en science-fiction, en polar, en littérature western. Ah, la littérature western, on va recevoir tout ce qu'ils ont fait en 1920, 1930, 1940, 1950, d'un coup en 1950. Ce qui fait qu'un livre sur 2 qu'on lit est génial, l'autre est très bon. Alors, dès lors, mon choix est fait. Je vais continuer à lire les vrais écrivains. Je pense à une intégrale d'Alexandre Dumas, parce que je trouve son histoire de France mieux que la vraie. Et en parallèle, je vais continuer à lire de la littérature américaine. Et si on doit résumer, j'arrive à une période où de toute façon on se réfugie tous un peu dans le passé et dans l'Amérique, parce qu'en France, c'est pas la meilleure période. Je vous ai dit que c'était nouveau roman, mais le premier écrivain français que je vais découvrir neuf comme ça et aller me faire dédicacer, c'est Georges Perec, avec ses énumérations, avec il voulait de l'argent parce qu'il voulait acheter des choses. Et après suit la liste des choses.
Et ce qui me fait marrer, c'est que les 3 écrivains qui m'ont le plus marqué par la suite, c'est Jean-Patrick Manchette, qui écrit des polars, mais où il donne la marque de la voiture, la marque du Delco, et où il rappelle qu'il ne faut pas confondre revolver et pistolet, que ça ne sert à rien d'avoir un amortisseur de son si on n'a pas l'engin Haddock. Et il cite les marques. L'écrivain suivant qui va me fasciner, il y a 20 ans qu'il saute, hein, c'est Houellebecq. Lui aussi, il cite des marques. Il cite des marques. Et en Amérique, c'est Bret Easton Ellis, avec American Psycho et autres, ou Jay McInerney. Eux aussi, c'est des enfants de Pérec. Alors là, je me rends compte que j'ai vécu un moment magique. C'est qu'il y a un petit écrivain français qui est mort trop jeune, qui s'appelait Pérec, qui va inventer le monde où on vit, où on n'est plus en robe avec une voiture, on est en robe Prada avec des loups-boutins et on a une Clio 5. Et c'est l'évidence, c'est le monde de surconsommation où on vit, et en l'énumérant, on le rend dérisoire. Et moi, je vais jamais rien avoir à faire. Je vais faire que de la science-fiction ou du bizarre. Donc, j'aurai jamais rien à faire avec ça. Mais j'adore cette littérature qui, quelque part, sous prétexte de nous informer, nous dit que nous ne sommes qu'en train d'acquérir des choses et des trucs et des machins dont on saura bientôt plus quoi faire. Alors c'est pour ça que moi je vais partir dans d'autres mondes, le fantastique, la science-fiction, la fantasy, parce qu'il n'y a pas de marque. Personne vous a demandé qui a fabriqué l'épée de Conan barbare. Personne ne sait, en ce qui concerne Tarzan, si sa tente a été faite chez Ikea, j'en doute. Donc je fais un pas sur le côté et je choisis irrémédiablement le fantastique, la science-fiction, pour sortir de ce monde réel qui me plaît moyennement. Très bien. Alors, moi, je vais happer quelque chose que tu as dit dans la littérature. Tu as parlé des Kings, qui a beaucoup à voir avec la littérature, mais qui est quand même de la musique. Et donc, en fait, toi, tu assistes au concert des Kings donc, en 64, j'imagine. 64. C'est ça, donc vraiment les premiers concerts, la première année des Kings. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Kings, ce premier album, c'est un album révolutionnaire qui a quasiment inventé tout le rock moderne et dont on sent l'influence même, y compris après dans le hard rock, etc. Mais en fait, ces gens-là, en fait, malgré ce premier album très brut et très brutal, en fait, ensuite vont évoluer dans une élégance qui te ressemble beaucoup et qui va presque, à mon avis, t'indiquer un peu la voie d'un certain dandysme aussi. Bah oui, c'est-à-dire que les Kings, bon, au départ, c'est You really got me, you really got me, oh yeah. J'ai été voir la comédie musicale Sunny Afternoon à Londres dès qu'elle est sortie, hein, parce que c'est l'histoire des Kings. Et puis, après les Kings, ils vont faire pas mal de disques en essayant d'avoir le moins de succès possible. Il est très têtu, Ray Davis. Dès qu'il a un tube, il se demande si c'est pas mal entendu. Mais pour moi, la plus belle chanson du monde, c'est Sunny Afternoon des Kings. Parce que si on écoute la mélodie, elle est jolie, la mélodie. En fait, l'histoire, c'est un vieux monsieur. Il est sur sa chaise longue, dehors. Et il y a des huissiers qui sont en train de saisir tout ce qu'il y a dans la maison. Il a tout perdu. Mais il s'en fout. Parce qu'il se souvient de ce dimanche ensoleillé, ce sunny afternoon, où il lui a pris la main et où ils sont marchés sur la plage. Et on peut tout lui prendre, mais on ne peut pas lui prendre ce souvenir. Alors le résultat, c'est que vous voyez un type qui s'est trompé de siècle, qui aurait pu naître en 1930. J'étais déjà démodé de mon vivant. Alors là, après les 70, on va dire que c'est encore de mon vivant. Ça fait aussi partie de mon pas sur le côté. L'envie d'une espèce d'élégance surannée qui était déjà démodée quand j'étais jeune. Aussi l'envie de faire partie d'un groupe, mais pas vraiment. Je me souviens d'une soirée dans un groupe boîte qui s'appelle Rose Bonbon. Je suis avec Sid Vicious qui a ses épingles partout. Et à un moment, on a besoin d'aller aux toilettes. Tu parles qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Et il sort son petit matos, je sors mon petit matos. On se rafraîchit un peu les narines. Et en sortant, je dis, bah là, tu saignes un peu du nez, là. Il fait, ah, pardon. Et puis, il me dit, toi aussi. Alors, je fais,
Et puis il dit You're a punk. Et ben voilà. Moi, avec mon petit costume croisé, et lui avec ses épingles, on s'est bien entendu. D'ailleurs, il a chanté My Way. J'étais d'accord à 100%. Alors ça, c'est la chance de ma vie. C'est, je crois que la musique, où j'ai fait le moins de choses dans ma vie, hein, j'ai fait des choses dans le cinéma ailleurs, m'a toujours accompagné parce que la musique, c'est quand même le truc le plus immédiat qu'on prend au cœur. Un film, il peut avoir des défauts. Un livre, on peut arrêter en route ou le faire en plusieurs fois. Une chanson, une chansonnette, une musique, c'est un truc qui vous attrape et vous sortez de la pièce et vous fredonnez ce truc que vous ne connaissiez pas 5 minutes avant et on se souvient presque de l'heure auquel on l'a écouté, du jour, du moment. Et pour moi, c'est la musique, la chanson. Gainsbourg me tuerait. Lui qui disait c'est de la chansonnette. Tu parles, c'est 2 minutes 30, souvent 2 minutes 30, qui ont changé ma vie, qui m'ont fait regarder le monde autrement, marcher autrement. Ouais, la musique. J'ai produit un disque de ma vie qui était une chanson de Bachung, qui était Stille Nacht avec le cœur des jalons. C'est pour vous dire que j'ai rien eu à faire avec la musique. Et puis après, aux Enfants du Rock, j'ai fait pas mal de choses, comme de passer les clips que personne ne voulait de Michael Jackson ou de Prince, puisque c'est censé être olé olé. Mais oui, la musique, c'est pour ça que j'ai dit dans mes mémoires, c'est là que j'étais le moins actif, mais c'est là où j'ai été le plus vivant. Ouais. Parce qu'en fait, généralement, quand on connaît votre association avec Manœuvre, on a un peu l'impression, de temps en temps, en discutant avec des gens qui connaissent pas hyper bien l'histoire, que finalement, Manœuvre, t'as appris la musique et que toi, tu lui as appris la bande dessinée. Et en fait, c'est totalement faux. Le jeune Philippe Manœuvre, qui a 8 ans de moins que moi, qui dit moi, j'ai vu la lumière à un concert de Earth, Wind and Fire qu'on est allé voir avec Dionnet à Paris et tout. Désolé, Philou, mais en 67, quand je collectionne les points Rhythm and Blues formidables de Salut les copains et que je vois la tournée Stax et que je vois Sam and Dave qui chante Soulman, que je vois Joe Tex, que je vois Percy Sledge, que je vois Otis Redding qui chante Fa 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 Fa. Non, pas Dock of the Bay, il sera déjà mort 6 mois plus tard. On est en 67, j'ai 20 ans et je vois le plus beau concert du monde parce qu'en plus, comme c'est une tournée Stax, ils ont chacun droit à une chanson lente et à une rapide. Et ça va vite. D'ailleurs, en fait, ce concert est sorti en disque, en fait, juste Prestage français, en direct de l'Olympia, en 67. Ouais. Donc on t'entend peut-être hurler à l'intérieur, quoi. On m'entend peut-être hurler, et ce qui est drôle, c'est que des gens qui ont pris des chemins très différents, comme Zermati, qui va produire plutôt du rock et du punk rock, et chez qui, à l'époque, le mec qui vous passait le sel, c'était les Flaming Groovies ou c'était Iggy Pop, lui aussi, il a été marqué par ce concert, parce que on savait pas que c'était tout le meilleur de la musique noire, sauf James Brown qui faisait la tête, qui avait voulu passer 3 mois avant, à part. On ne sait pas qu'on ingurgite ce qu'est le rhythm and blues, ce que va être le funk, ce que va devenir le rap pour partie. Et là, tout d'un coup, je sais que pour ma vie, je suis moins rock que rhythm and blues. Je me sens plus à l'aise avec le rhythm and blues, je me sens plus à l'aise avec les pas comme ça, là, et tout, tous les trucs, le shuffle et tous les 12 robots et toutes les conneries qu'on a fait. D'ailleurs, il paraît que tu es un excellent danseur. J'étais un excellent danseur, mais je sais pas si c'est le ski ou la danse, mais... T'as même essayé de faire un petit duel de fessiers avec Mick Jagger. C'est Mick Jagger qui m'a provoqué. Ah, excuse-moi. Il m'a provoqué parce qu'il trouvait ma femme jolie, ce qui est vrai. Et il m'a poussé avec ses petites fesses et il a commencé à faire ses pas. Bon, il se prenait pour Tina Turner, c'était un peu visible. Moi, je me prenais pour James Bond. Bon, il y avait aussi erreur. Il m'a poussé 3 fois avec les fesses et puis j'ai abandonné. De toute façon, j'aurais perdu. Il a quand même beaucoup plus d'entraînement, Jagger. Mais on est 2 petits blancs un peu maigres qui se prenaient pour des noirs, quoi. Il y a une petite erreur de casting. Ok. Et alors en 67, donc l'année où tu vas à ce concert, en fait, tu achètes aussi les premiers Seeds. Ah, alors là... Voilà. Donc là, tu es aussi précurseur du punk, en fait.
Bah oui, parce que les Seeds, bon, Sky Saxon, la pochette, on voit The Seeds, j'achète chez Monop. À l'époque, la grande source, c'est Monop, Monoprix. Et il a ses cheveux en arrière gominés, avec une mèche comme ça. Il y a des photos que j'ai retrouvées. Je suis comme les Seeds. Et sa meilleure chanson, qui est Pushing Too Hard, il y a Lord of Arsifa qui va reprendre Jim Morrison. Il y a des accents qu'on va retrouver chez les Doors. Sauf que les paroles de Pushing Too Hard, c'est Pushing Too Hard, on Pushing Too Hard, et on so on. Et là, je me dis, plus sauvage, ça va pas être possible. Après, ils vont mal virer, ils vont se dissoudre, pas dans l'alcool, mais dans d'autres substances. Il va faire un petit séjour chez les fous quand même, d'une quinzaine d'années. Après, il va faire un petit séjour dans une secte New Age pendant une trentaine d'années. Et en 2002, il vient en Paris. À Paris, il est maigre comme un coucou. Et je suis avec mon meilleur ennemi, avec qui j'ai souvent eu des mots, mais c'était mon meilleur ennemi avec Jean-François Bizot. Et on se regarde et on dit, bah, tu connais les Seeds, toi? Et toi, tu connais les Seeds? Et on a passé, après 2 heures avec Sky Saxon. Bon, ça a été spécial parce que il me dit, il nous prend à part, il dit, est-ce que vous voyez souvent Paul McCartney? Je dis, non, moi je l'ai vu 2-3 fois dans ma vie. Et Bizot dit, moi aussi. Il dit, bah oui, je comprends pas. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu 50 ans pour réfléchir, en gros. Et Dog, c'est l'anagramme de God. Donc Dieu est un chien. Et comme je sais que McCartney aime beaucoup les animaux, je lui ai fait une lettre. Je lui ai dit, est-ce que vous vous êtes rendu compte que Dieu est un chien? Et il ne m'a pas répondu. Alors, si vous le voyez un de ces jours, demandez-lui s'il a eu aussi la révélation. Alors, on a dit que oui, on lui demanderait. Et quand je l'ai revu, je ne lui ai pas demandé. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai la suite de cette histoire, parce qu'en fait, j'ai vu Sky Saxon le lendemain matin. J'étais chez T-Truck Underground, une boutique qui vend les Freak Brothers, Robert Crumb, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e, pas très loin, vous pouvez passer un tour. Je fais une pub un peu écartée. Et en fait, le lendemain matin, je vais boire un petit café, et puis il me dit, ah bah tiens, regarde, il y avait 3 gars, il me dit, c'est les Seeds. Et je les regarde, et puis les gars avaient une trentaine d'années. Et je dis, bah non, vous êtes les New Seeds. Et évidemment, bon, on dit, et où est Sky Saxon? Il dit, il est encore à l'hôtel, il va arriver. Et là, on voit Sky Saxon arriver, donc torse nu en hiver, hein, quasiment, avec des colifichets, enfin ses cheveux longs et tout ça. Et derrière lui, une groupie qui avait visiblement passé la nuit avec lui, avec une veste militaire couverte de poèmes au marqueur. Et en fait, Sky Saxon n'a pas du tout abusé de cette jeune fille qui était mineure. Hein. Il a passé la nuit, en fait, à couvrir sa chambre d'hôtel de poèmes au marqueur. Et quand il n'y avait plus de place, il a continué sur les vêtements de la pauvre fille qui avait l'air complètement traumatisée. Oui, alors, donc si vous n'êtes pas encore Seeds, vous allez voir qu'en pleine période psychédélique, il y a un mec qui a lui tout seul invente le punk, qui va être, comme j'ai dit, un peu copié par les Doors. Et le mystère, c'est que malgré les états où il se mettait, il va survivre à Jim Morrison. Et je suis assez content de voir qu'aujourd'hui, des gens redécouvrent les Seeds parce que c'est avec Papa ou Maman, Do the Bird, etc., les 2 chansons les plus absurdes, les plus idiotes, les plus invraisemblables, les plus sans parole, les plus sempiternelles avec... On parle de 3 accords, mais là, 2, c'est déjà beaucoup. Et répéter à l'infini, c'est Beethoven, accroche-toi. Là, ils ont inventé un truc, tu t'es bien compliqué la vie. Hein. Et alors, on va poursuivre juste un petit peu avec la musique. Après, on va commencer aussi la vraie histoire de Métal Hurlant. Donc, en fait, toi, tu pars à New York en 72, je crois, avec Pilote. Et puis, en fait, tu es fasciné par Harlem. Par la musique black, évidemment, toujours, qui te ramène dans ce quartier-là. Et tu te trimbales tout seul dans un quartier black, et tu es le seul blanc, tu es habillé comme un dandy, tu fais très attention à ton aspect vestimentaire, tu vas acheter des disques, tu manges de la soul food tout seul. Comment ça se passe? En fait, j'ai un copain hollandais, enfin un copain. J'ai croisé un photographe hollandais, avec un accent hollandais, il parle anglais, mais avec un accent hollandais à couper le souffle. Et il me dit Harlem, c'est pas dangereux, t'es pas obligé d'aller derrière l'avenue B et de prolonger par là et tout. Là, quand même, tu vas marcher sur des seringues et
Il y a des mecs quand même pas fréquentables du tout. Mais si tu restes sur les grandes avenues, celle qui va à l'Apollo, qui, entre parenthèses, à l'époque, n'est plus une salle de concert, mais une salle de cinéma, où ils ont, le dernier film qu'ils ont passé, c'est Cleopatra Jones avec Pam Grier. Il me dit, si tu vois 3 blacks qui s'approchent, il dit d'abord tu t'habilles le mieux possible, hein. Tu la joues pas, tu te déguises pas. Et puis il dit, dès qu'ils te parlent, tu leur réponds avec ton meilleur accent français. Et ça marche très bien. Parce que je suis un peu... Mon anglais, j'ai perfectionné en lisant et ne compte de la musique, mais c'est It's Maurice Chevalier accent. Donc quand ils me disent What are you doing here, man? C'est I don't know, I'm French, I'm looking for new records. Et ils disent oh, allez, passe. Et alors l'histoire est drôle parce que un jour, il y a un dessinateur très connu à l'époque du New Yorker qui s'appelle David Pascal qui me dit c'est un journal de gauche, le New Yorker, à l'époque, très évident, et lui, c'est un cérébral, et il est pour la lutte des Noirs et tout, et il me dit, est-ce que tu m'emmènes à Harlem? Alors je dis, bah oui, je t'emmène, David. Et puis on s'en va, et puis on prend le coin, il n'y a pas encore... C'est encore le Harlem divisé en 2 par l'autoroute, mais moyen. Et puis il y a 3 blacks qui arrivent en face, mais des sérieux quand même. Et ce con change de trottoir. Alors évidemment, les mecs ont changé de trottoir, lui ont demandé quel était le problème. Évidemment, il a dit I don't have a problem, I love you, I love black people et tout. J'ai dit écoute, vaut mieux que tu repartes, David, là. Hein. Vaut mieux que tu repartes, on va à l'embrouille. Il suait la peur. Moi, je suais pas la peur. C'était les premiers maxi 33 tours de discothèque qui arrivaient, ou les trucs comme ça, les morceaux de 7 minutes, les fameux qu'on voulait pas passer. Donc j'avais ma valise de disques, ils voyaient bien que j'étais fêlé. Mais que j'étais d'accord sur tout. Donc, ouais, super bon souvenir de Harlem. Ça m'est arrivé dans d'autres villes. Alors là, c'était moins rigolo. C'est vrai que quand je me suis baladé un peu dans East LA, d'abord, je suis plus âgé. Et puis, à East LA, quand j'ai les mecs qui ont la shooteuse dans le bras à l'arrêt du bus, et que le flic s'arrête et dit vous allez où, là? Je dis ben, on est là. Il dit ah ben, si un mec tombe devant votre voiture, vous roulez, hein? Je dis, pardon? Il dit, bah oui, il tombe pas devant votre voiture. C'est pour vous dépouiller. Vous accélérez. Si vous ouvrez les portières, vous êtes mort. Alors je me dis, oui, bon, on va peut-être aller pas trop à East LA, hein. Et alors, je crois qu'à New York, tu as aussi une expérience avec le château de Hefner. C'est-à-dire, tu es invité par Playboy USA. Ah, bah oui, alors c'est mon premier travail. C'est grâce à Nikita Mandrika qui a créé l'Écho des Savanes et avant le Concombre masqué. Hefner a décidé que dans Playboy, il y aurait des dessinateurs français. Et puis, il m'appoint, comme on dit en anglais, cartoon editor, c'est-à-dire que j'ai le droit de proposer à des dessinateurs de faire des dessins un peu érotiques pour Playboy. L'ennui, c'est qu'Hefner garde les dessins. Alors, il paye, on va dire qu'une planche de bande dessinée, il est payé 200 francs et que lui, il paye 5000 $. Mais tous les dessinateurs français vont refuser en disant « Ouais, mais il garde mes originaux ». Bon, l'affaire se fera sur un ou deux dessinateurs comme Lou, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, pas sur les autres, mais après je serai invité à Chicago. Alors je suis invité à Chicago, alors je suis invité à Playboy. Alors pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas Chicago, la Cité des Vents, le haut des bureaux de Playboy, c'est dans les nuages toute l'année. Hein. Et quand on est sur la glace, vous avez intérêt à avoir un triple thermolactyle. Hein. En hiver, ça caille, mais c'est pas possible. Et la jeune femme charmante qui est cartoon editor en chef va me dire ce soir il y a une partie chez Hugh Hefner. Et donc je vais aller à la partie là. Alors oubliez pas que je suis un gamin qui a 20 et quelques années, qui est un peu niais, hein, faut reconnaître. Hein, les livres, ça n'a pas nourri ma connaissance en sexe. Donc je rends visite à Hefner, il est dans son lit avec une bonnie de chaque côté, 2 au pied, 5 autour qui dansouillent. Je lui dis bonjour, il me dit bonjour. Il dit bah, vous voulez aller à la piscine? Alors je pars à la piscine et puis il fait comme ça à 2 filles, des bonnies géantes, alors vous avez vu ma taille, avec des oreilles de lapin qui en plus leur rajoutent 10 cm ou 15. Et puis elles se mettent de chaque côté de moi, au bord de la piscine. Alors j'ai le petit maillot de bain, vous savez, celui, le soi-disant olympique, là, où on voit tout, quoi.
Et puis, je ressens un petit émoi quand même, quand elle commence à me caresser les cheveux, me demander si je vais me baigner. Et comme je pense qu'elle commence à glousser, à remarquer que je leur fais un peu d'effet, et je vais filer comme un voleur. Mais filer comme un voleur, je sais pas quoi faire, je file. Voilà. Il n'y a pas de quoi être fier. Ok. Et alors, donc on continue en musique et en fait on passe directement à Métal Hurlant. En fait, je vais citer Druillet qui dit à l'époque où vous fondez Métal Hurlant, il dit nous ne sommes pas des dessinateurs, nous sommes un groupe de rock. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, la bande dessinée, la génération avant nous, c'est la génération de pilotes. Ils avaient tous des costumes cravates, des chemises blanches. Ils auraient pu être cadres moyens. C'était le costume de l'époque. Ils étaient tous bien habillés. Il n'y a que ceux de Harakiri qui ont commencé à quitter la cravate. Mais tout le monde est avec son costume, sa cravate. Alors Goscinny, il a un plus beau costume comme chef. Mais tout le monde a un costume et une cravate. Nous, déjà, on fait un peu de tâche. D'abord, Druillet, il fait tâche. Hein. Il est très grand, très costaud. Il est tout cuir noir. Il a des bagues avec tête de mort à tous les doigts. Moebius, comme il est fou, il change de tenue à peu près à chaque fois que je le vois. Je me souviens d'une semaine où il est habillé, on va dire Jimi Hendrix de base, quoi, avec une afro, un espèce de truc orange, au-dessous un espèce de pantalon afghan jaune et des babouches vert olive. Et le jour de mon mariage, Moebius, c'est un peu Brian Ferry, c'est-à-dire qu'il est là, il est élégant sipi, mais c'est impec. Le jour de mon mariage, j'arrive en costume blanc, cravate blanche et cheveux coupés, et il me dit, tu trouves pas que j'en sens avec Gary Cooper là? Je dis un peu, il dit, j'ai fait pour ton mariage, j'ai changé de look. Et alors quand on arrive à Angoulême, on a notre Brian Epstein, c'est le 4e de celui qui va fonder Métal Hurlant. Il vient de chez Nathan. Alors il est habillé en cadre, il a son costume de cadre, ses lunettes de cadre, sa voiture de cadre. Moi je suis tout petit. Alors les mecs disent, les photos de l'époque, il y a un truc incroyable, c'est que vous avez l'air de la même taille que les autres. Bon, Moebius se baisse toujours un peu. Et 2, je me suis acheté des bottes de cow-boy avec des talons à côté. Christophe, c'est un enfant de cœur, quoi. Ce qui fait que sur la photo, on a la même taille. En réalité, pas tout à fait. Je suis le tout petit au milieu. Et alors, c'est là qu'on voit qu'on était mignons. C'est qu'ils se sont arrangés pour que je prenne de la place. Et comme je ne suis pas épais, il a vraiment fallu qu'ils forcent un peu. Et quand on arrive dans les festivals, bon, bah, Moebius a encore changé de tenue. Moi, je suis tout en noir avec un ceinturon noir. De cow-boy je sais pas quoi, et avec des bottes noires, mais avec du doré sur le côté. Farkas est toujours en Farkas. Moebius, il a la tenue du jour. Druillet, il a ses bagues, il en a encore plus. Il a ses grosses bottes et tout. Et puis, si quelqu'un le bouscule un peu, moi, je suis d'un naturel, c'est comme ça que si quelqu'un me bouscule, je dis pardon, excusez-moi. Puis je réalise que c'est le con qui m'a bousculé. Druillet, un mec le bouscule et il te balance un coup d'épaule où le mec fait 2 fois le tour sur lui-même. Et on arrive dans les festivals de BD où déjà il y a un style BD. Le style BD à ce moment-là, c'est plus ou moins un baggy noir. C'est presque toujours un pull noir à col bas ou à col roulé. Et c'est des baskets déjà, ou souvent avec un maximum de noir. Et arrive donc l'autre, le semi-squelette qui se prend pour un cow-boy, le rocker fou qui ressemble à Conan le barbare, Moebius, le caméléon qui a la tenue du jour, et Farkas qui est sur le côté. On ne sait pas s'il est là pour la CIA ou pour le journal. Et il dit on est un groupe de rock. Et le soir, quand on va au concert, il y a tous les mecs de la BD qui sont là. Alors ils parlent un peu boutique. Nous, on voit Manu Chao et toute sa bande. Oh, bah, au bout de 10 minutes, on monte sur la scène à côté d'eux. Ça sert à rien, mais on donne un coup sur de la grosse caisse. On fait les chœurs si possible. Ouais, on se prend pour un groupe de rock et on a une théorie. On se prend pas pour de la merde. On dit, le rock français, ça n'existe pas vraiment. Le rock français, c'est nous. Et parce que on
on est l'excès qu'on attend du rock, sauf qu'on invente un truc qu'on va exporter, nous. Et c'est vrai qu'on l'exporte en Amérique et ailleurs, donc on a eu raison. Et puis ça va très très vite. Et puis ça va très très vite, oui, parce que, je vous résume, en 72, je vais à New York, je rencontre Stanley, bon, il me voit, il me regarde comme ça, il se dit, bon, le gamin, il m'a écrit une lettre, mais enfin, il a 12 ans, puis après, on s'entendra très bien. Je suis un fanzineux, je fais des articles dans les fanzines. J'y retourne en 75, on vient de faire Métal Hurlant, on en distribue 2-3 à la ronde, comme ça et tout. Et alors tout le monde est unanime, Stanley, les gens qui font DC Comics, le fou qui fait Penthouse, qui trouve que ça manque de fesses. Mais si on avait fait le journal avec lui, il n'y aurait eu que de la fesse. Et puis 2 ans plus tard, il y a Heavy Metal. Alors les mecs me disent, faudrait venir, on va inaugurer ça. Bon, moi j'ai pas bien réalisé, hein, j'arrive à New York, la ville où j'étais fanzineux, la ville où je montrais mes articles dans Pilote. Et puis tout d'un coup, on arrive au musée Guggenheim. Et là, il y a la partie heavy metal. Et les premiers que je vois sortir ivre-mort, c'est Cassavetes et Peter Falk. Et derrière, il y a Ben Gazzara qui regarde une planche de Moebius qui fait « Ouais, not bad at all ». Et on rentre là-dedans. Et il y a une fête à tout casser avec le Tout New York. Alors on ne sait pas que c'est le Tout New York. On ne sait pas qu'ils sont là en fait pour boire des coups. Hein. Il y a quelques planches au mur, ils ne vont pas vraiment les regarder. Mais on est chez nous. Et puis après, on dit, ben voilà, la partie est finie. Non, pas du tout. Il y a l'ancienne bourse de New York, on en a fait un nightclub et on va danser all night long. Et le lendemain, je reprends mon avion et... Non, je reprends pas mon avion, j'allais dire oui, je reprends mon avion, mais le grand moment, ça a été le plus grand moment de ma vie, c'est que quand on arrive à New York en 72, on va dans l'hôtel le plus minable de New York, c'est le moins cher, il s'appelle le Royal Manhattan. Il a dû être sublime en 1930. Mais là, quand j'arrive à ma chambre, il y a des planches clouées sur la porte, comme si Hulk avait essayé de traverser, qu'on ait remis les planches après. Quand je veux me baigner, je m'excuse auprès des cafards, mais il faut qu'ils quittent la baignoire et c'est mon tour. Puis après, ils reviennent, chacun son tour. Et je vais au kiosque, qui est au coin de la 52e rue, ce qu'on appelle The Deuce, là où il y a tous les sex shops, tous les trucs porno, toutes les putes. C'est American Gangster de l'époque, vous voyez, c'est le quartier quand même. Et quand j'arrive pour la sortie d'Heavy Metal, on m'a dit, venez directement au Guggenheim. Non, moi, je peux pas. Je vais à mon kiosque, le kiosque Pourrite, qui est juste au coin de la 52e et de Broadway. Et là, il y a Life, il y a Playboy, il y a Newsweek. Et au milieu, j'achète Heavy Metal. Et je regarde autour et je dis, les mecs, on vous a envahis. C'est nous qu'on a gagné. Bravo. Et puis après, il y a aussi d'autres traductions en espagnol, en italien. Alors c'est traduit partout, y compris des pays qui ne paieront jamais, comme la Turquie, ou le Mexique qui ne paiera jamais. Mais à un moment, on est publié dans 17 pays. Alors c'est un peu de la folie. C'est-à-dire que... bon, il y a des trucs rigolos. Il y aura le type qui fera l'édition allemande, il s'appelle Benedikt Taschen. Et il dira, tiens, bah, je vais faire une maison d'édition. Il fera Taschen après. Il y a des moments émouvants. Moi, on me présente à Otomo. Et Otomo, on commence à lui dire, c'est l'époque où j'ai commencé à faire un peu de télévision avec les enfants du rock. Et quelqu'un lui dit, X French TV Star, il traduit en japonais, etc. Bon, il regarde, il n'y a rien à voir. Et puis je lui dis, non mais attendez, je suis fait aussi de la BD, j'ai fait une BD qui s'appelle Exterminator 17 avec Bilal, et il m'attrape par le bras, il fait « C'est de là que vient Akira. C'est de là que vient Akira. » Waouh. Et je réalise un truc que j'ai dit dans mon livre, c'est que ça va durer 8 ans l'aventure métal, ou 9 ans. Après, je vais faire plein de choses, mais ma grande aventure, c'est que celle-là. Parce qu'un jour, on est à un concert de Herbie Hancock, particulièrement chiant au Palace. Et il y a un mec qui produit des films de David Lynch. Et il me présente à Oliver Stone, qui est encore scénariste. Hein. Il vient d'écrire Scarface. Et il dit, alors voilà, he's a French TV star, l'autre s'endort déjà.
Et je lui dis, non, mais attendez, j'ai fait heavy metal. Et Oliver Stone fait, that's the thing, man. Et là, je me dis, ça y est, t'as atteint ton zénith. Alors, j'ai fait d'autres trucs dans ma vie, hein. Mais c'est très marrant de voir que tout d'un coup, à 30 ans, entre 28 et 35 ans, ça y est, je suis au sommet de l'Everest, je suis le roi du monde. Et ça va s'arrêter, faute d'argent, parce qu'on n'en a jamais eu, que j'ai filouté les banques, il faut le reconnaître. J'ai jamais payé mes dettes, j'en ai payé une partie personnellement. Mais à ce moment-là, on a la magie, parce qu'on a inventé un truc qui va devenir, hélas, réel. C'est qu'en gros, avec nos fusées rouillées, nos bricoleurs de l'espace un peu minables, avec le désespoir cosmique de Druillet qui succède à, on peut dire, à l'optimisme de l'illustration américaine, on dit le futur, il est plus ce qu'il était. Le futur, il est rouillé. Le futur, il est foutu. Et c'est ça que les gens vont comprendre. Ils vont pas savoir toujours de quoi vient quoi. Quand Frank Miller copie Moebius, ce qui lui plaît dedans, c'est justement le côté un peu rouillé, un peu sale, un peu craspec. C'est ce que Otomo va aimer, c'est ce que vont aimer plein d'Américains. Et on va avec notre petit journal qui, au premier numéro, a perdu, je sais pas, 20 000 francs. Au deuxième, 30 000. Je ne vais pas vous raconter mes dettes parce qu'à ce moment-là, on va faire un trou, mais colossal, en changeant de banque tout le temps. Et un jour, on va exploser, forcément. Et alors, pour la petite histoire, quand on va exploser, on va être racheté par la souris, par Mickey. Après mon départ, il y a Fromental qui va me succéder pendant 1 an. Et puis après, la souris va nous racheter. La souris finit toujours par gagner. Je dis pas ça contre les gens de Picsou, hein, mais la souris, elle finira par nous posséder tous. Hein. Et je suis tombé sur un numéro où il y a un article d'un jeune homme qui s'appelle Pascal Pierret, le même nom que Monsieur Picsou, là. Et je pense que les rédacteurs en chef de ce journal, qui s'appellent Claude Gendreau et Salvador Soldevilla, qui sont plutôt de l'école, quand ils racontent des grossièretés, c'est plutôt Automne et Ypassi, c'est là notre ghetto. Hein. C'est un peu les inconnus, parce qu'ils disent crotte, zut, crotte de bique, on va être encore plus révolté et tout. Ça passe pas. Mais Pierret, il dit pas que des conneries. À un moment, il dit ouais, il y a une bande dessinée en ce moment qui paraît, qui s'appelle Maus, de Spiegelman. Je pense que ça serait très très bien aux Humano. Putain, s'ils avaient lu les articles de leur journal, ils auraient acheté Moss, et ben peut-être que ça aurait continué. Mais sans moi, parce que je n'étais pas fait pour être là pour gérer le truc. J'étais là pour faire un truc marrant, un truc sympa, un truc de fou. Mais je ne me voyais pas aujourd'hui vous dire « Nous en sommes au numéro 522 de Métal Hurlant. Nous avons découvert un nouveau dessinateur formidable. Notre chiffre d'affaires est de 3 milliards 252 millions d'euros. Nous avons acheté un immeuble rue de la Paix et nous allons nous étendre jusqu'à je sais pas quoi. Ils nous vont faire un très beau dessin animé qui s'appelle Troum Troum Tralala. C'était pas pour moi. » Très bien. Et puis alors, en fait, moi, quand je disais aussi que ça allait très vite, c'était pas uniquement le journal. C'est-à-dire que il y a le journal Métal Hurlant, mais il y a aussi les Humanos Associés qui donc, sont une maison d'édition. Et alors là, vous êtes précurseur déjà, comment dire, d'une rupture par rapport à l'édition classique. C'est-à-dire que là, vous allez renouveler les formats, les collections. Moi, je me souviens très très bien, par exemple, du Diable de Nicolet, qui est un livre géant. À côté, il y a Speed 17 qui sort, la collection Autodafé. Gen d'Hiroshima, vous êtes les premiers à faire du manga, enfin en livre et en grande diffusion. Bon, c'est le délire, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye tout. Et puis ça va très vite, c'est-à-dire que, je veux dire, au numéro 1, Moebius Druillet, au numéro 4, Serge Clair, au numéro 5, Margerin, au numéro 10, vous sortez Anana, le premier magazine féminin en France, de BD. Féminin et féministe. Et féministe, ouais. Parce que c'est ma femme de l'époque qui le gère. Inutile de vous dire que j'ai pas le droit de rentrer dans le bureau quand le journal se fait, parce que je suis un mec. Au numéro 5, un numéro se croit sur la pédophilie, où les filles donnent la parole à un pédophile. Moi, je suis convoqué, alors je retrouve souvent le professeur Choron par la 14e chambre correctionnelle pour attentat à la pudeur par voie de presse.
Et on me tape sur les doigts, on me dit c'est pas bien, faudra pas recommencer parce que sinon on va interdire le journal. Bon, le numéro, je dis aux filles, c'est chaud quand même à la 14e chambre correctionnelle. Et elle faut un numéro sur le lesbianisme et la transsexualité. Bon. C'est en 77, non? Voilà, alors on va me reconvoquer et on va me dire là, maintenant, faut se calmer. Et quand tout fier, les filles sortent du bureau et me disent voilà, le numéro part à l'imprimerie, il y a 3 jeunes filles très jeune fille, avec un espèce de paquet cadeau, un ruban, comme si on devait le défaire, et au milieu, il y a écrit spécial inceste. Bon, là, je sais que c'est mort. Là, je sais que c'est mort. Ils vont pas me convoquer à la 14e chambre correctionnelle. Ça va être l'interdiction totale et absolue de vente par voie de presse, de publicité, d'affichage et tout. Ça a été une belle aventure, hein. Ça n'a pas été le premier journal féministe au monde, puisqu'il y avait Women Comics en Amérique déjà. Mais ça sera un super journal. Alors, Trina Robbins. il y a Trina Robbins. Alors, tu parlais de Speed 17. Oui, on lit des bouquins en anglais. On lit Hunter Thompson, on lit Bukowski. Et on se dit, ils ne sont pas traduits. Ben, on dit, on va les traduire. Et puis, on arrive avec la nouvelle génération des écrivains américains. Je vais à la galerie Bijana à Halle, qui expose un peintre fou suisse. Je m'entends bien avec Hans Rudi Giger, et on publie son premier bouquin, Necronomicon, que Ridley Scott va voir à mes bureaux. Je lui ai donné le numéro de Giger, et il va lui demander le monstre d'Alien. Donc c'est vrai qu'on est à un moment magique. Alors le moment magique, c'est l'ennui. Vous êtes le centre de l'univers, en fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais le moment magique, c'est qu'on arrive toujours un peu tôt. C'est-à-dire que le temps que le truc qu'on ait fait marche, soit il est parti chez un autre éditeur, soit de toute façon le trou il s'est creusé. Alors, je deviens, moi qui vous racontais ma vie monacale et tout, etc., je deviens un roi de la nuit, parce que la nuit, si je reste chez moi, je pense au trou. Alors, pour pas penser au trou, bah, je vais commencer par Castel, avec le professeur Choron d'ailleurs, avec Volinsky, avec Topor. Et tous les soirs, on se met une murgée, mais grave. Mais j'arrive quand même à 9h au bureau le matin. Hein. Après, il y a le palace qui arrive, il y a les bains-douches. Et bon, mon couple va un peu exploser, il faut reconnaître. Hein. 2 d'ailleurs vont exploser de suite. Parce que la nuit, je pense pas à mes problèmes. Et donc, je fais un deuxième métier, voilà, qui est roi de la nuit. Mais roi de la nuit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas tellement des histoires de fesses, parce que la plupart du temps, on se mettait à une table, et avec Guy Pellart et d'autres, on refaisait le monde jusqu'à 7h du matin. Et puis après, on allait prendre notre café au lait. Et Topor, il allait directement au boulot faire ses peintures. Et c'est comme ça qu'un jour, il a explosé. Puis plus tard, Pellart a explosé. Celui qui avait découvert Castel, qui a des sœurs de métal, ça va être Paul Gillon. Il va se retirer à la campagne. Ça va lui rajouter 30 ans de vie en plus. Et puis moi, vers 45 ans, je commence à avoir des gros problèmes avec l'alcool. Et pas seulement l'alcool. Donc je vais arrêter. Et je perds de vue Choron. J'ai perdu de vue Gainsbourg, avec qui on fait tous les nouvel an tout seul, à 2, en faisant tous les nightclubs, un verre by nightclub. Mais il y a beaucoup de nightclubs à Paris. Et je vais survivre grâce à ça. Mais aucun regret, hein. Aucun regret. Mon seul regret, si vous voulez, c'est qu'une ou 2 fois, je suis passé près du bord, quoi. Mais puisque je suis encore là, je suis un mauvais exemple. Alors je ne vais pas vous dire c'est pas bien l'alcool, c'est pas bien la drogue, chacun fait son expérience comme il veut. Oui, bien sûr que c'est pas bien, bien sûr qu'au départ, c'est super, et bien sûr qu'à un moment, il faut choisir entre soi et son foie. Et ce qui est terrible, c'est quand je perds de vue Choron, je regardais l'expo là, je me dis mais je ne pouvais plus le voir. Parce que le voir, il aurait voulu que je boive. Gainsbourg, je ne peux pas le voir se détruire. Alors tout d'un coup, je perds plein d'amis. Parce que je supporte pas. Quand on arrête de boire, c'est pire que la drogue. On supporte plus de voir les gens se bourrer la caisse autour. Ça vous rend fou. Donc, je vais perdre plein d'amis. Mais ces amis, ils se sont perdus tout court. Voilà. Ok.
Et alors moi, donc là on va parler. Là en fait, ce sont des anecdotes que tu racontes dans ton livre, certaines pas, mais donc en fait ton livre Mémoire. En introduction, tu parles un petit peu de ce que tu veux raconter, de ce que tu ne raconteras pas, et notamment tu parles des triades chinoises dont tu ne parleras pas. Ah bah, je ne parlerai pas des triades chinoises, non, absolument pas. Donc je ne t'interrogerai pas là-dessus. Non, 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 et c'est des gens charmants. J'ai très bien travaillé avec eux. Ils sont exquis, ils sont rects en affaires. J'aurais acheté beaucoup de films, ça s'est fort bien passé. Et j'adore les triades chinoises. Formidable. Mais en revanche, moi je voulais t'interroger parce que Max un jour m'a raconté que tu lui avais sauvé la vie, les Hells Angels voulant le tuer. Alors, il faut peut-être pas réveiller cette anecdote. Disons qu'un jour, les Hells qui sont... Bon, c'est les Hells. Moi, je les respecte beaucoup, mais ils ont leur manière de voir les choses. Alors, on a eu des petits soucis quand on a pris leur logo sans autorisation pour le bouquin Hells Angels de Hunter Thompson. Ça s'est arrangé. Et puis un jour, Max a fait un Hells qui est montré, disons, ses organes sexuels à un petit garçon. Là, ça n'a pas du tout fait rire les Hells. Et ils m'ont dit, tu nous donnes son adresse, on va le démonter. À côté, moi, si vous voulez, je suis Steve Reeve à côté de Max. Hein. Donc, j'ai pas donné l'adresse de Max. Et ils m'ont dit, bon, bah, c'est toi qu'on va démonter. Et ça a duré quelques années, une dizaine d'années. J'arrivais à Bastille. À Bastille, j'allais chez Boffinger et on me disait sortez pas derrière, les Hells arrivent. Ah bon? Et puis l'affaire c'est fini. L'affaire est finie, on est réconciliés parce que je suis allé à un concert de Dick Rivers et à l'entrée du concert de Dick Rivers, il y avait les Hells qui sont arrivés. Il y en avait un de la vieille équipe, ceux qui m'avaient dit on fera ce qu'on doit faire. Et il me dit ah ça fait 20 ans qu'on te cherche. Allez, il y a prescription, viens, on va voir le concert. Donc moi je vais bientôt dédicacer chez Philo Locaux. Je m'entends très très bien avec les Hells, qui de toute façon, bon, on avait fait une connerie, on devait la payer. Ils ont leur valeur à eux. Moi, j'ai les miennes. Il faut reconnaître que c'est pas exactement les mêmes et que je suis un peu petit pied. Bon, mais j'ai des très 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 grands souvenirs avec les Hells parce qu'on a parfois partagé les mêmes valeurs. Oui. Ah ouais. Alors, écoute, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de notre conversation. Moi, ce qui m'a un peu étonné dans le livre, c'est quand tu parles de Gwendoline, donc qui en fait est une grande histoire pour moi par rapport à Métal Hurlant, parce que bon, moi, à cet âge-là, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, je découvre ce bouquin, et c'est un réveil sexuel, hein, réellement, quoi. Et en fait, j'apprends dans le livre qu'en fait, c'est vraiment un succès, ce livre. C'est-à-dire que finalement, vous en écoulez 20 000 exemplaires assez rapidement. Ça a été c'est horrible ou terrible à dire. Gwendoline, c'est paru dans les sex shops et tout. Il y aura même un film de Juste Jacquin plus tard, ou qui n'a rien à voir. En fait, comme c'est paru sous le manteau, ça n'a pas été déposé. Donc quand on l'achète à des gens qui vaut mieux payer. C'est un peu des wise guys quand même. Hein. C'est-à-dire au niveau des droits, quoi. Ouais, on fait très très attention. Hein. Ils reçoivent leur levée des droits et tout. Et alors la surprise, c'est qu'on se dit, on va vendre, il y a des amateurs, le dessin est très beau, c'est du sadomaso. Alors, comme un ami qui est dans le sadomaso me dit, mais t'as jamais pratiqué? Non, moi je pratique pas. Je suis ni dans les coups à donner, ni dans les coups à recevoir, mais chacun son trip. N'empêche que, pratiquant ou pas pratiquant, il va se passer un truc de fou. On est passé des 8 mètres carrés de bureau à un local somptueux de 30 mètres carrés. Et à l'entrée, il y a une jeune fille charmante. Et alors les mecs, ils arrivent et c'est drôle parce qu'on se croyait dans un sex shop. À l'époque, on a 3-4 albums. Il doit y avoir le Bandar Fou, doit y avoir un album de Druyer, mais épais comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de planches dedans. Un album de Claude Auclair et 2 Métal Hurlant. Alors les mecs font, je prends ça, puis ils montrent Gwendoline qui coûte une fortune, et ça, et on leur met au milieu, hein, comme j'ai appris que faisaient les sex shops, on leur glisse entre 2 Métal Hurlant. Et donc, non seulement Gwendoline, on en vend 15 000, mais chaque fois qu'on vend Gwendoline, les mecs viennent le chercher et achètent toute la boutique en échange. Alors là, c'est l'émerveillement absolu. Alors, on va continuer.
Et s'il y a très très peu de temps que j'ai appris ça, on va faillir en crever. Parce que c'est Christophe Beer, auteur d'un dictionnaire du cinéma pornographique, qui contient le scénario de tous les films pornographiques, mais qui ne contient aucune photo. C'est vous dire que c'est quand même du pointu de chez pointu. Hein. Christophe Beer me dit, mais vous avez eu ce qu'on appelle la triple interdiction, affichage, vente aux mineurs, publicité, pour un bouquin de Romain Slocombe, tout à fait innocent, avec des Japonais attachés, mais qui s'appelait Prisonnière de l'armée rouge. Bon, la censure, suite à une intervention des communistes, qui ont pris ça pour eux, je comprends pas pourquoi, il va être totalement interdit. Juste derrière, on va sortir un autre, ça y est, la 14e chambre correctionnelle s'est souvenue de nous. Et heureusement, il y a toujours la bouteille du professeur Choron pour attendre l'audience. Et on sort Madame l'Abondage. Triple interdiction. Ce que je n'avais pas réalisé avec ma tête de linotte qui m'a souvent sauvé la vie, c'est que si on avait 3 triples interdictions, on était soumis à un truc qui s'appelle le dépôt préalable. C'est-à-dire qu'il fallait faire le livre, l'imprimer, puis demander à la censure s'il autorisait. Donc on était mort. Mais j'ai pas su, j'ai pas réalisé. Et Prisonnière de l'armée rouge, je ne vous fais pas la publicité, j'ai pas d'affichette, je fais pas de vente aux mineurs, je parle aux majeurs. Il est disponible chez le Lézard Noir à Poitiers. Effectivement, on ne peut pas le montrer en librairie, mais vous pouvez le commander. Mais il est toujours interdit, triple interdiction. Et Madame l'Abondage, là, c'est plus dur à trouver. Ouais. La Baronne Steele aussi, en fait, après De Henneck, non, c'est ça? La Baronne Steele, qui est sublime, qui pour moi est du dessin de science-fiction, il n'aura pas de problème de censure. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, en fait, ces albums-là, en fait, moi, je vois un peu dans La menace diabolique de Denis Cyr, je vois presque une filiation dans le graphisme, dans la façon dont Denis Cyr, qui nous a quittés d'un coup, là, maintenant, c'est dément, parce que Denis Cyr, il aime les motos. Et les motos, il y en a beaucoup dans Métal, mais lui, il les aime vraiment. Hein. Son 700 Sportster, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. Hein. Il aime les bandes dessinées sadomaso. Il aime les pin-up. Donc, quand il arrive, au départ, il a un dessin pas forcément extraordinaire. Il adore Betty Page. Betty Page, c'est la reine des photos sadomaso, parce qu'elle a un visage d'angelot et elle passe le temps à se faire ficeler, attacher, flageller par une autre bombe sexuelle qui s'appelle Bunny Yeager, qui pose également en modèle, et à ce moment, elle met l'appareil au ralenti. Alors, il connaît tout ça par cœur, Denis Cyr. Donc, Denis Cyr, c'est le premier dessinateur pas tout à fait au point, c'est un copain de Margerin, qu'on va publier et qui va faire des progrès incroyables sur 2 ans. Les premières planches, c'est moyen quand même. Mais au bout d'1 an, 1 an et demi, il a trouvé son style. Le problème de Denis Cyr, c'est qu'il est très très lent. Il travaille. Et Denis Cyr, c'est le type, le seul qui a refusé Playboy. Il n'a pas cherché la solution. Je lui dis, écoute, tu fais 3 ou 4 planches par mois, ça te rapporte 800 francs. Si tu les faisais pour Playboy, moi j'ai rien à y gagner, mais ça te rapporterait 20 000 francs. Il dit, non, ça m'intéresse pas, moi. Non, moi je suis bien métal, moi. Et puis, des fois je te livre 3 planches, pas 4 planches, là, il faudra que je les livre vraiment tous les mois. Non, ça m'intéresse pas. Bon, enfin, en tout cas, c'est après Métal Hurlant. Donc, en fait, toi, tu vas te déplacer vers la radio d'abord, et puis après la télévision. Alors, on va aller très très vite. Je vais avoir la chance de participer à la création des Enfants du Rock. On va faire l'émission sur la bande dessinée que personne ne va regarder, parce que les gens qui aiment la BD ne regardent pas la télé. Et les gens qui regardent la télé n'aiment pas la BD, c'est l'impeccable. Alors là, il y a des tonnes d'interviews de Chaland, de Maurice, de Reiser. Après, on va toucher le jackpot, parce que l'émission passe à 22h30. 22h30, c'est l'heure où jusque-là, il y avait les documentaires sur le Ragondin en Camargue, les trucs comme ça. Il n'y avait rien d'autre. Donc, l'Escure dit, on va mettre une émission. Alors, il y aura plein d'émissions, les Enfants du Rock. Pour moi, la plus belle, c'est Buros, haute tension, de très loin, parce que c'est la plus qualitative. La plus vendeuse, c'est Sex Machine avec Manœuvre. Parce que qu'est-ce qu'on fait?
je me suis fait virer d'une boîte de nuit. J'étais hyper vexé, parce que c'est une boîte de nuit où j'allais tout le temps. Donc on va raconter l'histoire d'un mec qui se fait virer d'une boîte de nuit. Exactement comme le groupe Chic, se faisant virer d'une boîte de nuit, va écrire Le fric c'est chic. Comme quoi, se fait refuser, c'est bon. Et on arrive donc avec Brenda Jackson, qui nous a quittés, qui est une rockeuse, mais qui a du nez pour les clips et qui va aller dans les maisons de disques. Et les premiers clips qu'on récupère, c'est des clips où on nous dit « ça, c'est pas pour vous parce que c'est un peu sadomaso ». C'est le premier clip de Prince. « Ça, c'est pas pour vous parce que même en Amérique, comme c'est un noir, ça passe pas sur MTV. C'est Billie Jean. » Alors, on décroche le gros lot. C'est-à-dire qu'on arrive, et alors, un jour, je prends un taxi, il m'explique tout. Et le taxi dit, c'est pas vous là-bas, il y a un petit tas de maïs là. C'est pas vous qui faites l'espèce d'émission, là, sexe, quelque chose, là. Je dis, oui. Il dit, alors, autant vous dire que vos gags, enfin, moi, je trouve pas ça drôle du tout. Hein. Ah, puis, alors, la musique, enfin, c'est pas la musique, mais il y a des belles femmes nues. Ah, je me dis, ça y est, on a trouvé le triangle parfait, la quadrature du cercle, on est Vinci. Alors, un jeune homme qui deviendra Joe Star dit, c'est le seul moment où on se foutait pas sur la gueule avec mon père. MC Solar me dit, ah, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, placebo. J'ai dit, mais attendez, vous êtes anglais? Ils disent, non, ils vivent au Luxembourg. Ça nous donnait envie de faire de la musique. Et dans les gamines qui sont dans la salle, si vous regardez bien les émissions, vous en verrez une ou deux qui sont très jeunes. Et on connaissait la famille et tout. Et elle disait, elle voudrait venir au tournage, par exemple, quand il y a Gainsbourg et tout. Alors on prévenait le gros Fifi, notre videur, qui était le videur de téléphone, et il faisait le cercle autour des gamines, parce que les gamines, elles avaient 15-16 ans. Et ce qui est drôle, c'est que si vous regardez bien, une des gamines qui avait envie de faire de la musique, c'était Carla Bruni. Et voilà, vous voyez que le monde est totalement minuscule, ce qui fait que quand j'ai croisé le président Sarkozy au mariage d'un copain récemment, elle dit, oh mais je connais Jean-Pierre depuis plus longtemps que toi. Je dis, en tout bien, tout honneur, c'est une jeune fille de 15 ans qu'on accompagnait. Il me dit, à part ça, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, bah j'ai jamais voté pour vous, mais il dit, non, c'est pas la question. Carla était patente. Je dis, alors là-dessus, on est d'accord sur un point, Carla était patente, et la conversation s'est à peu près arrêtée là, voilà. Bah écoute, chez nous aussi, on doit s'arrêter. Ouais, en tout cas, je te remercie. Alors, ce que je vous ai raconté, évidemment, à 95%, c'est pas dans le livre, parce que j'aime pas me répéter, et que comme avant, j'avais dit d'autres choses à une autre personne, et puis après, faire un coucou à George Miller avec une télé australienne, puisque j'ai refusé que Mad Max s'appelle Métal Hurlant. Des fois, j'avais un nez de pointeur. C'est du en plus, mais je reviendrai pas sur mon passé, le bouquin, il y a assez de choses. Et après, ça sera le fait que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré énormément de gens, que j'en ai vécu, que par exemple, je vous raconterai pas, ça sera une autre fois dans 10 ans, comment sur un marché j'ai acheté une cassette et que c'était Totoro et comment j'ai amené Miyazaki au reste du monde. Ça, c'est des hasards parce que je fréquentais les marchés des voleurs et que là-bas, il y avait des cassettes pirates. Alors, vous voyez, on y est encore demain, là. La nuit tombe. Voilà, bah merci hein, Jean-Pierre. Et moi, je vous conseille quand même d'acheter le bouquin parce que c'est bourré d'anecdotes. Si jamais vous ne savez pas quoi lire, c'est bourré de conseils. Et puis Jean-Pierre, en fait, a toujours été fasciné absolument par toutes les marges, les déviants, etc. Toutes les bizarreries de la vie, comme tu dis. Et c'est un vrai bonheur de tomber sur tous ces bons conseils, quoi. Voilà, merci Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie d'être là. Tu nous as éclairé toute notre vie. Et grâce à toi, le chemin est si beau. Oh là là, c'est du clou de cercueil, ça. Oh là. Ouais, comme toujours, impeccable. Je suis de plus en plus relax. C'est pas trop. C'est vrai? Ouais, je relance tout le plan des rangs de ce qu'il faut dire ou pas dire. C'est très bien. Bravo. Putain, j'ai flippé, j'avais oublié mes questions. J'ai tout refait au dernier moment. Mais c'est pas grave.